Bonjour à tous. Lors de notre première intervention, nous avons cherché à analyser les raisons de mettre en œuvre des stratégies de croissance en PME sous l'angle de la performance de l'entreprise. Nous nous sommes ainsi interrogés sur les objectifs poursuivis par les dirigeants et les entrepreneurs et sur la représentation, positive ou non, qu'ils pouvaient avoir de la croissance de leur entreprise. Nous avons également présenté les liens complexes entre la croissance et l'efficience au travers des économies d'échelle et de champ, mais également des déséconomies et des risques liés à une taille plus importante. Nous allons aujourd'hui développer la réflexion autour d'un enjeu fondamental, celui des conséquences sur l'organisation. La croissance de l'entreprise s'accompagne de transformations organisationnelles. De très nombreuses recherches ont été menées sur cette métamorphose. Elles se fondent souvent sur la notion de cycle de vie de l'entreprise qui voit, dans la vie de l'entreprise, un enchaînement d'étapes dans lequel la croissance suit la phase de création et précède une période de maturité, puis de déclin. Si certains spécialistes remettent en question le caractère inéluctable, naturel de cet enchaînement, qui s'achève par la disparition de l'entreprise, tous s'accordent néanmoins sur l'idée d'une transformation de l'organisation au cours de son développement et de sa croissance. C'est cette transformation qui va remettre en cause, au fur et à mesure, le mode de gestion spécifique de la petite entreprise dont nous avons parlé précédemment. Cette transformation se fait généralement sous la contrainte, comme l'a montré en 1972 Larry Greiner dans son modèle de croissance, qui fait toujours référence. Il met en évidence l'existence de 5 phases ou stades de développement, d'évolution, caractérisés par une relative stabilité du fonctionnement interne. Ces stades se succèdent à l'occasion de crises, conduisant à des changements profonds de mode d'organisation, qualifiés de révolution. La première phase est celle de la créativité, phase durant laquelle le dirigeant, véritable homme orchestre, gère quasi exclusivement l'entreprise. Il est très impliqué dans les tâches de production et de vente et ne remplit pas réellement de fonctions managériales. L'entreprise se satisfait d'une organisation informelle et d'une faible spécialisation des fonctions. Chacun trouve sa place et son rôle selon les besoins du moment. Mais la croissance de l'entreprise va générer une augmentation des tâches administratives, facturation, déclaration fiscale et sociale, etc. Ainsi que des embauches, qui rendent peu à peu la coordination informelle inefficace. Des dysfonctionnements apparaissent, la situation financière se dégrade, c'est la crise de leadership. Sous peine de disparaître, il devient dès lors nécessaire de clarifier qui a le pouvoir et d'engager en conséquence un premier changement organisationnel. La deuxième phase est celle de la direction. La spécialisation des tâches est développée. Une structure de type fonctionnel est mise en place, avec la nomination de responsables des grandes fonctions. La communication se formalise. Le dirigeant devient un superviseur qui centralise le pouvoir, tout en déléguant la gestion courante. Mais, avec la poursuite de la croissance, cette structure va, à son tour, atteindre ses limites, car le dirigeant va être progressivement submergé par le développement des opérations qu'il ne parviendra plus à contrôler directement lui-même. C'est la crise dite de l'autonomie. Cette crise est dépassée si l'entreprise parvient à s'engager dans un troisième mode d'organisation, celui de la délégation, qui peut être géographique ou divisionnel. De nouveaux niveaux hiérarchiques sont créés. Le pouvoir va être en partie décentralisé. Le dirigeant prend désormais ses décisions en tenant compte de l'avis de ses subordonnés, notamment des responsables de division, et en recherchant leur adhésion. Il y a là pour lui un profond changement de métier et de comportement. Mais avec l'augmentation de la taille, la décentralisation va peu à peu poser le problème du contrôle, par le dirigeant, des décisions de subordonnés plus nombreux et souvent plus éloignés. C'est la troisième crise de croissance. Cette crise est résolue à son tour par la mise en place d'un système de contrôle de gestion plus étoffé et plus complexe, permettant d'assurer la coordination au sein de l'organisation. Il faut souligner qu'à ce stade-là, l'entreprise n'est généralement plus une PME et le dirigeant est rarement encore le propriétaire ou le seul propriétaire. Le contrôle s'exerce donc à la fois du dirigeant vers ses subordonnés
et des actionnaires sur le dirigeant lui-même. La crise, qui viendra clore cette phase, est celle de la bureaucratie, de la paperasserie, liée à un alourdissement des procédures de standardisation et de formalisation mises en place pour les nécessités du reporting. Dans le meilleur des cas, elle débouchera sur un allègement de la structure en maîtrisant la taille grâce à l'externalisation de certaines activités. C'est la 5e phase du modèle de Greiner, celle de la collaboration avec des partenaires externes. Notons que, comme l'a montré Olivier Torres en 2008, cet enchaînement de crises va être particulièrement rapide dans les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance, les startups. Il convient de bien insister sur le fait que ces changements de mode d'organisation correspondent à des périodes critiques pour les entreprises qui sont soumises à des tensions extrêmes dont l'issue est incertaine. Les difficultés sont nombreuses. Premièrement, les causes profondes de la crise sont souvent difficiles à identifier car les symptômes sont très divers. Malaise chez les salariés et chez le dirigeant, insatisfaction des clients, problèmes financiers, etc. Deuxièmement, le dirigeant et les salariés ont souvent du mal à admettre la nécessité de transformer en profondeur le mode d'organisation et de changer leurs habitudes. Troisièmement, il n'est pas toujours facile d'attirer des cadres compétents dont on aurait besoin dans une entreprise en crise. Enfin, la transformation n'est souvent engagée qu'après l'apparition et l'interprétation correcte des symptômes de la crise, autrement dit lorsque d'une part le dirigeant est débordé par les problèmes à résoudre et que d'autre part il est nécessaire d'agir dans l'urgence alors que la compréhension, l'acceptation et la mise en œuvre de la solution envisagée constituent un processus long. Comme le souligne Armel Godner dans un article paru en 2002 dans la revue internationale PME, l'enjeu majeur est donc d'engager les changements de dimension organisationnelle ni trop tôt pour ne pas alourdir inutilement la structure, ni trop tard. En guise de conclusion, et pour résumer le propos d'aujourd'hui, la croissance de l'entreprise, notamment celle de la PME, nécessite de mettre en place des changements profonds dans l'organisation sous peine d'entraîner sa disparition. L'ambition entrepreneuriale, qui porte cette croissance, doit ainsi mobiliser le dirigeant non seulement sur les activités de production et de vente, mais également sur des questions administratives pour lesquelles il n'a pas toujours beaucoup d'appétence. L'articulation entre l'esprit d'entreprendre et les qualités managériales est dès lors un enjeu central dans la recherche et le pilotage de la performance. Bonne semaine.